Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence de presse. Je me nomme Brenda Shanahan, je suis la députée de Châteauguay-Lacolle et je serai la maîtresse de cérémonie pour l'événement aujourd'hui. Good morning everyone and welcome to this press conference. My name is Brenda Shanahan, Member of Parliament for Châteauguay-Lacolle. Today I will be your MC. Je tiens d'abord à souligner que nous sommes réunis sur les terres traditionnelles de la nation Kanegahaga et qui fait partie de la Confédération Haudenosaunee. I would like to begin by acknowledging that we're gathered here on the traditional lands of the Kanegahaga Nation, part of the Haudenosaunee Confederacy. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. I would also like to thank all of you for taking the time to be here today. Now, I am pleased to invite the Honorable Stephen Guilbeault, Minister of Environment and Climate Change, to deliver his remarks. Maintenant, il me fait plaisir d'inviter l'Honorable Stephen Guilbeault, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Merci beaucoup, Brenda. Je suis très heureux de me joindre à vous à Montréal, ici même dans la très belle circonscription de Laurier-Sainte-Marie, qui plus est dans la très belle Maison du développement durable, un endroit où j'ai passé plusieurs années. Avant de commencer, j'aimerais également souligner que nous sommes tous et toutes réunis sur les terres traditionnelles des nations Mohawk, Algonquin, Huron-Wendat et Abénaquins, qui ont pris soin de notre environnement pendant des millénaires. Je veux également saluer la participation aujourd'hui de Richard Legault, Normand Bélanger et Isabelle Dubé-Côté qui prendront la parole après moi. Et évidemment, saluer mes collègues Brenda, c'est déjà fait, Andrew et Francis. Merci pour votre soutien et votre appui continu. I would also like to extend a special thank you to Laurel Collins, MP for Victoria, and the NDP, whose contributions helped drive today's announcement across the finish line. On a aussi avec nous aujourd'hui plusieurs alliés du mouvement environnemental et des amis dans le secteur privé des technologies propres. Merci sincèrement pour votre présence. I would also like to extend a special thank you to the International Institute for Sustainable Development and Environmental Defense, represented here by Julia Levine, for their unconditional work, making sure that they kept our feet to the fire all these years so that today can come to fruition. And today feels like one of those inflection points. Although I suspect that someday, with the benefit of hindsight, we will see many critical inflection points in this make or break decade on climate action. Climate action leads to more climate action. Environmentally sound economic decisions help convince other economic decision makers. Investment choices influence other investors. And choice by choice, decision by decision, we are bending the curve on Canada's pollution and the fight against climate change, while maintaining and building a strong Canadian economy. And that's why we're here today. Clearly, action is urgently needed. Nova Scotia declared a state of emergency this weekend after extreme rainfall caused catastrophic flooding, and our hearts go out to families who are missing loved ones. This cannot become the new normal. On n'a qu'à penser à la vague d'incendies de forêt qui touche le Québec et plusieurs autres provinces et territoires canadiens depuis des semaines. C'est la pire année des feux de forêt jamais enregistrés au pays. Les répercussions des changements climatiques se font de plus en plus grandes et plus fréquentes, mais aussi plus coûteuses pour l'économie, les emplois et nos communautés. Les Canadiennes et Canadiens comprennent qu'il est nécessaire d'exercer notre leadership et de passer à l'action. C'est pourquoi le Canada a fixé des objectifs climatiques ambitieux pour 2030 et s'est engagé à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050. Pour atteindre le point d'équilibre entre nos émissions de gaz à effet de serre et la capacité de la Terre à les absorber. C'est ce qu'on doit faire pour donner au monde une chance de limiter le réchauffement climatique à tout un plus de 1,5 degré Celsius, de réduire la pollution et de freiner la perte de biodiversité avant qu'il ne soit trop tard. En même temps, cette crise climatique qui secoue la planète entière ouvre un monde d'opportunités pour le Canada et le monde. Nous nous trouvons dans une position presque unique pour réussir dans cette nouvelle économie propre qui est en train d'émerger. Les technologies propres sont disponibles, accessibles et abordables. Il suffit de niveler les règles du jeu. C'est pourquoi le gouvernement du Canada change de façon systématique et fondamentale ses investissements
dans le domaine de l'énergie afin de soutenir la transition vers la carboneutralité. Let me repeat. The Government of Canada is making a systemic and fundamental shift in its energy investment to support the transition to net zero. Les décisions d'investissement du Canada doivent non seulement s'aligner sur un monde axé sur 1,5 degrés Celsius, mais aussi être conscientes du risque d'immobiliser davantage d'actifs échoués, en particulier dans le contexte des projections internationales de baisse de la demande de pétrole et de gaz. À l'international, le Canada s'est déjà engagé auprès du G7 et du G20 à éliminer graduellement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui ralentissent notre transition vers la carboneutralité. Pour clarifier, on parle de toute subvention qui encourage le gaspillage, qui nuit aux investissements dans les énergies propres ou qui fait obstacle à la lutte contre les changements climatiques. Au cours des dernières années, nous avons éliminé progressivement 9 mesures fiscales qui soutenaient le secteur des combustibles fossiles au pays. Par exemple, les actions accréditives dans les industries du pétrole, du gaz et du charbon. On a continué de travailler très fort, notamment en collaboration avec le ministère des Finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer la publication du cadre et des lignes directrices pour l'élimination des subventions aux combustibles fossiles au pays. I'm absolutely thrilled today to be able to announce the publication of the framework and guidelines for eliminating inefficient fossil fuel subsidies in Canada. It ensures that only federal support for oil and gas given to the petroleum sector goes to projects that decarbonize the sector and result in significant greenhouse gas emission reduction. This delivers on an important government commitment to our G7 and G20 partners and to Canadians. And it makes Canada the first country in the world to publish a detailed analytical framework to make clear its intent going forward on support for the oil and gas sector. Collectivement, l'annonce d'aujourd'hui représente des économies significatives en termes de dépenses fiscales et non fiscales, mais ces chiffres approximatifs en dollars n'ont que très peu à voir avec la véritable question. This is a forward-looking commitment. This framework will ensure Canada continues to make positive, forward-looking investment decisions that are aligned with our climate and economic productivity goals. Le Canada est le premier pays du G20 à publier une approche analytique rigoureuse pour réaliser son engagement. Nous sommes aussi le premier pays à accélérer cette promesse. Plutôt que d'éliminer les subventions inefficaces aux combustibles fossiles d'ici 2025, tel que prévu par le G20, nous le faisons cette année, 2 ans plus tôt que prévu. Au printemps dernier, lors de la réunion du G7 au Japon, j'ai demandé à mes homologues d'accélérer la mise en œuvre de l'élimination progressive des subventions. J'ai partagé l'histoire du Canada qui a devancé son engagement de 2 ans et cela a motivé nos partenaires internationaux à s'entendre sur 2 choses. 1, travailler en étroite collaboration pour partager les meilleures pratiques afin de mettre en œuvre notre engagement et 2, de faire valoir le point sur la situation pour voir comment notre mise en œuvre se déroule. Ce soir, je me rendrai au G20 en Inde et je demanderai à mes homologues du G20 de faire de même. Je les mettrai même au défi de faire des annonces accélérées sur les subventions aux combustibles fossiles d'ici la COP28 cet automne. En d'autres termes, j'invite le monde à rejoindre le Canada. The simple reality is that it's no longer free to pollute in Canada. And so it is in the best interest of all industries to reinvest their profits to decarbonize and create good jobs, sustainable and well-paying clean tech jobs for workers and communities across the country. The most startling trend in the fossil fuel subsidy debate is the diversity of groups sharing a similar conclusion. When the World Bank, the World Trade Organization, and environmental groups all around the world agree, this is no longer a policy niche for environmental campaigners. Getting rid of inefficient fossil fuel subsidies is now the common sense bottom line for economists who want to align capital in an efficient and effective way to clean growth opportunities. The global marketplace is moving to net zero, and we will help businesses seize the many opportunities that come with this move. We're supporting the creation, I'll just finish if you don't mind, I'll just finish. We're supporting the creation of a secure middle-class jobs for coast to coast while protecting the environment. You should be happy with this announcement. This is something you've called for many years, the elimination of fossil fuel subsidies in Canada. Let me give you a couple of examples. For support for the Come By Chance biodiesel refinery in Newfoundland and Labrador,
the Enercan biometallization plant in Varennes, Quebec, to the Oneida battery storage project in Ontario, and Indigenous-led solar projects in Alberta. Clean energy investments mean good jobs and clean air. Le cadre pour éliminer les combustibles fossiles que nous avons annoncé aujourd'hui n'est qu'un élément d'une approche à 3 volets visant à garantir que le soutien fédéral au secteur pétrolier et gazier est en harmonie avec les objectifs du Canada en matière de climat. L'engagement de Glasgow marquait la fin du soutien du Canada au secteur pétrolier et gazier à l'échelle internationale. Le cadre sur les subventions inefficaces aux combustibles fossiles contre les subventions domestiques. Mais je sais que certains représentants d'ONG ici aujourd'hui pourraient dire que le champ d'application de ce cadre de subvention exclut un élément important, le financement public du secteur des combustibles fossiles. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai été mandaté par le premier ministre Trudeau pour aborder également la question du financement public du secteur des combustibles fossiles. Un mandat qui va même au-delà de notre engagement du G7 et du G20. Cet engagement portera sur les financements publics accordés par le gouvernement fédéral au secteur des combustibles fossiles, qui couvrent les prêts et autres transactions effectuées à des termes commerciaux, généralement par l'intermédiaire de sociétés d'État. D'ici l'automne 2024, nous annoncerons notre plan de mise en œuvre visant à supprimer le financement public du secteur des combustibles fossiles. Nous voulons un environnement sain et une économie saine. Et oui, nous pouvons tout avoir. L'élimination des subventions inefficaces aux combustibles fossiles est une étape clé dans cette direction. Et le monde entier s'en rend compte. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Thank you, Minister. Une annonce très importante ce matin. At this time, I would like to invite Normand Bélanger, President and CEO of the Fonds de solidarité FTQ Bioénergie. J'aimerais maintenant inviter Monsieur Bélanger. Merci. Merci, Madame la députée Shanahan, Monsieur le ministre. Merci de l'invitation. Madame la députée Dallin, elle est partie. Monsieur le député, plaisir. Écoutez, le Fonds de solidarité FTQ est l'un des plus importants investisseurs dans les PME du secteur industriel au Québec. Le Fonds de solidarité est aussi, par sa nature, un investisseur tourné vers le long terme. Nous restons dans les entreprises en portefeuille plus de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Nous investissons l'épargne de plus de 750 000 travailleurs et travailleuses pendant de nombreuses années jusqu'à leur retraite. Cette notion de long terme nous amène logiquement à nous préoccuper de l'environnement et à ce que nous allons léguer aux prochaines générations. Nous sommes convaincus que la relation entre l'environnement, l'économie et la société est directe. Et pour cette raison, nous sommes heureux de participer à l'annonce aujourd'hui. Le Fonds de solidarité FTQ a pris l'engagement de devenir un acteur de premier plan en développement durable. Et c'est le pilier central de notre planification stratégique dévoilée l'an passé par la présidente et chef de la direction, Jenny Béhic. Dans cette vision, sur 5 ans, nous formulons l'objectif d'atteindre 12 milliards de dollars d'actifs dans les domaines liés au développement durable et à l'environnement. Nous participons à la transition environnementale en faisant grandir des entreprises qui offrent des solutions de décarbonation et en aidant les entreprises de notre portefeuille à réduire l'empreinte carbone. Chaque fois, nous allons être fidèles à nos valeurs en recherchant une transition environnementale juste, c'est-à-dire en ayant à cœur l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Il y a à peine 1 mois, nous confirmions tout le sérieux de notre engagement par le lancement du Fonds de solidarité FTQ Bioénergie que j'ai le plaisir de diriger. Le Fonds Bioénergie a pour mission d'accélérer le développement et la croissance des bioénergies au Québec, en misant notamment sur des projets de biométhanisation et de production de gaz naturel renouvelable à taille humaine. Pour y arriver, nous comptons sur une première tranche de 100 millions de dollars d'investissement pour structurer la filière de biométhanisation et de production de gaz renouvelable au Québec. Déjà, nous avons annoncé des prises de participation dans 3 entreprises du Québec qui sont des précurseurs dans la filière de la biométhanisation et de la production de bioénergie. Nous avons les moyens et l'expertise de faire plus dans les années à venir. Nous avons affirmé notre volonté d'être un acteur qui compte dans la décarbonation et le développement durable. Comme d'habitude, nous traduisons cette volonté par des actions et des gestes concrets. Et nous allons développer nos projets de production de bioénergie en gardant à l'esprit nos valeurs profondes de collaboration avec les partenaires
et le respect de nos parties prenantes et des communautés. Nous allons nous concentrer sur le développement et la gestion de projets à taille humaine qui auront des retombées locales positives. Sans nous y restreindre, nous avons un intérêt particulier pour le secteur agricole. C'est de cette façon que nous entendons faire grandir le Fonds de solidarité bioénergie, c'est-à-dire en réunissant des maillons de la chaîne de valeur pour favoriser le développement de l'industrie. Le gaz naturel renouvelable a sa place parmi les énergies renouvelables. Il a sa place dans l'éventail des solutions de décarbonation de notre économie. Il peut permettre d'offrir une solution plus rentable pour les usages industriels qui requièrent une flamme. La transition énergétique et environnementale est une tâche énorme, mais elle doit être accomplie, en respect de notre environnement, mais aussi pour les travailleurs des industries touchées. Et c'est le défi du siècle. Il faut que les acteurs économiques, tant les investisseurs, en fassent une priorité. Et nous sommes heureux d'être aujourd'hui aux côtés du gouvernement pour la présentation du cadre qui nous permettra collectivement de poursuivre notre marche vers la décarbonation de notre économie. Le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie est fier d'entrer en scène et de participer au développement de la filière de la biométhanisation et de la production des bioénergies issues de sources renouvelables. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bélanger, puis merci beaucoup pour votre travail tellement important. At this time, I would like to invite Isabelle Dubé-Côté, President and CEO of Ecotech. J'aimerais maintenant inviter Madame Isabelle Dubé-Côté, présidente et chef de direction de Ecotech. Madame Côté-Dubé. Merci, Madame Shanahan. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci pour cette invitation à venir prendre la parole aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je voudrais également saluer deux partenaires qui sont des membres d'Ecotech et qui sont des partenaires de longue date, le Fonds de solidarité FTQ, M. Normand Bélanger, et au cycle technologie, M. Richard Legault. Je m'appelle Isabelle Dubé-Côté, je suis PDG, nouvellement PDG d'Ecotech et Ecotech Québec représente depuis 2009 la grappe des technologies propres pour la province. Nous agissons comme en accompagnement et au support de tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les chercheurs, les entreprises, les investisseurs ou les regroupements. Nous avons comme vision d'accélérer le développement, le financement et le déploiement de technologies propres. Et l'annonce d'aujourd'hui nous interpelle particulièrement parce qu'un grand nombre d'entreprises dans le secteur, dans l'écosystème, sont actifs au niveau des technologies propres, qu'on pense au niveau de l'énergie renouvelable, qu'on pense au niveau du stockage d'énergie ou de l'efficacité énergétique. Chez Ecotech, nous croyons fermement au pouvoir de l'innovation pour nous aider à façonner un avenir durable et nous aider à faire face aux défis auxquels notre société est confrontée actuellement. Et je voudrais citer le président du GIEC dans le cadre de la sortie du dernier rapport qui dit que nous avons le savoir-faire, nous avons les outils, nous avons les ressources financières et la technologie, donc nous avons tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les problèmes climatiques que nous avons identifiés. Il est donc indéniable que nous devons accélérer le déploiement de technologies propres. Et le secteur de l'économie verte est un secteur très dynamique au Québec qui représente des revenus annuels de plus de 9 milliards de dollars et près de 84 000 emplois. L'annonce d'aujourd'hui démontre clairement une volonté et un soutien du gouvernement du Canada d'aller dans cette direction et continue dans la lignée de manière coordonnée de différentes initiatives qui ont déjà été mises de l'avant, notamment l'annonce de la ministre Saint-Onge et son plan d'action pour la transition verte des PME. Et c'est grâce à des mesures d'impact, des mesures coordonnées, que le Canada pourra accélérer l'adoption de technologies propres, être un leader à l'échelle mondiale et contribuer efficacement à la lutte au changement climatique. Chez Ecotech Québec, notre plus récente initiative d'impact vise à accompagner le secteur industriel et le secteur manufacturier dans la transition climatique. Et nous travaillons d'ailleurs en proximité avec les PME du secteur pour faciliter leur transition. On sait que 99% des entreprises du secteur sont des PME, qu'elles ont la volonté d'entreprendre cette transition, mais qu'à peine 4% d'entre elles ont un plan pour y arriver. Et c'est là que nous interviendrons.
Évidemment, avec cette initiative, nous allons mettre à contribution nos partenaires, tous nos partenaires et les alliances auxquelles auxquelles nous participons. Je pense notamment au Canada et au Québec à Switch, l'Alliance pour une économie verte, au Conseil du patronat du Québec et à l'Alliance Canada Clean Tech et à l'international des alliances telles que le International Clean Tech Network et l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse. C'est en unissant nos forces et en soutenant le déploiement de technologies propres que nous réussirons à créer un impact positif et significatif pour aujourd'hui et pour les générations futures. Merci. Merci beaucoup, Madame Dubé-Côté. Et maintenant, j'aimerais inviter Richard Legault, président et PDG de IOCYCL, de prendre la parole. Merci. Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à Monsieur le ministre et son ministère de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je suis très heureux d'être avec vous. Et pour présenter IOCYCL, en fait, qui est une compagnie à 100% canadienne qui fabrique et conçoit ici au Québec des éoliennes d'une puissance de 25 à 100 kW pour l'autoproduction en mode distribué. Ce que ça veut dire, c'est que nos clients demeurent interconnectés au réseau de distribution de leur compagnie d'électricité. 95% de nos éoliennes vont à l'exportation aux États-Unis et en Europe. Mais le marché canadien a vraiment un potentiel extrêmement élevé pour nous à court et moyen terme, étant donné l'ampleur du défi de la transition énergétique auquel nous faisons face et qu'il faut entreprendre et réaliser à très court terme. Le défi de la transition énergétique est énorme pour 3 raisons. Premièrement, il va falloir électrifier l'économie canadienne et cela veut dire doubler, voire tripler la demande en électricité d'ici 2050. Cette électricité va devoir être produite avec des technologies non émettrices de gaz à effet de serre. Et tout ça va devoir être réalisé dans un très court délai. On parle d'une décennie pour décarboner notre secteur de l'électricité, ce qui est extrêmement rapide quand on sait que réaliser un barrage hydroélectrique prend au-delà d'une décennie. Heureusement, le Canada a des ressources renouvelables exceptionnelles. Je pense ici en particulier à l'éolien, qui est abondant dans toutes les régions du Canada et, en plus, offre une belle corrélation avec la demande en pointe l'hiver. Donc, les parcs éoliens vont faire partie des solutions pour relever le défi de la transition énergétique, mais même les parcs éoliens nécessitent des délais de réalisation qui dépassent souvent 5 ans. À l'opposé, l'éolien distribué est une filière qui peut être mise en service en dedans de 6 à 12 mois. En plus, on parle d'une filière démocratique, en ce sens que l'éolien distribué peut être installé par chacun d'entre nous si on désire produire notre énergie propre et si on veut contribuer à la transition énergétique, qui est un facteur très important. Donc, la filière éolienne distribuée fait définitivement partie de la solution. Elle est disponible dès maintenant, aujourd'hui, pour qui s'y intéresse, et elle offre un potentiel extrêmement élevé. Dans le cadre d'une étude qu'on va publier d'ici quelques jours, on démontre que le potentiel au Canada est de 43 000 mégawatts. Ça représente le tiers de toute la puissance installée dans le pays, toutes technologies confondues. Dans le cas du Québec, on parle d'un potentiel de 10 000 mégawatts, qui est le tiers de la production ou de la capacité de production d'Hydro-Québec. Bref, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution unique. Il va falloir vraiment utiliser toutes les sources d'énergie propre qui sont à notre disponibilité. L'éolien distribué en est une qu'il faut absolument considérer, bien sûr, et certainement une d'entre celles qui peuvent être mises en service le plus rapidement. Et évidemment, on le voit à tous les jours, le temps presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Maintenant, ceci conclut la partie officielle de cette annonce. Nous allons maintenant débuter la période de questions avec Madame Caitlin Power, attachée de presse de ministre Guilbeault. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Brenda. On va maintenant procéder à la période de questions. On va commencer par les médias dans la salle. Donc, si vous pouvez vous approcher à la micro juste ici, dites votre nom et votre média avant de poser la question. Vous avez une question et une suivie par personne. Merci. Bonjour, Stéphane Blais à la presse canadienne.
Mettre fin aux subventions inefficaces à l'industrie fossile, ça représente combien d'argent, ça? Combien les contribuables vont économiser? D'abord, ce que je tiens à dire, c'est que ça s'inscrit dans une stratégie en 3 phases. Alors, lors de la rencontre de Glasgow à COP26 il y a 2 ans, le Canada ainsi que plusieurs autres pays se sont engagés à mettre fin aux subventions internationales aux combustibles fossiles en 2022. Ce que nous avons fait, nous avons présenté un cadre à la fin de l'année dernière qui démontrait comment nous allons faire ça. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les subventions donc, qui sont, là, on parle ici des subventions directes du gouvernement fédéral pour supporter la production de pétrole et de gaz et de charbon au Canada. Et la 3e phase de cette stratégie-là, comme je le disais tout à l'heure, qui va venir en 2024, ce sont tout ce qui est subventions publiques, donc notamment par des sociétés d'État. On parle ici de termes commerciaux, des prêts à faible taux d'intérêt, par exemple, ce genre de choses-là. Alors, on n'a pas encore fait le total de tout ça, mais je pense que ce qui est important, au-delà du montant, moi je vous dirais, c'est qu'à partir de maintenant, pour tous les investissements fédéraux, on a un nouveau cadre d'analyse et ce cadre-là fait en sorte que nous n'investirons plus dans la production de pétrole et de gaz ou de charbon au Canada. Sauf il y a quelques exceptions. Les exceptions sont dans le document. C'est public, mais par exemple, des investissements dans la décarbonation, c'en est un exemple. Des situations d'urgence. Regardons ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, un secteur qui est coupé du réseau électrique. Et là, on a besoin de déployer, par exemple, des génératrices au diesel. Mais ce sont des cas très ciblés que nous proposons. Et je rappelle que nous sommes le premier pays de G20 à présenter un cadre comme ça. Bien, il y a une des exceptions qui n'est pas si ciblée. C'est une subvention qui permet des réductions importantes des émissions nettes de gaz à effet de serre au Canada ou à l'échelle internationale, en accord avec l'article 6 de l'accord de Paris. Pour vous donner un exemple précis, est-ce qu'on parle, par exemple, d'hydrogène vert ou est-ce qu'on parle de projets comme ça? Avez-vous un exemple précis? Ce serait effectivement des projets qui servent à décarboner, mais on parle ici de subventions qui ne sont pas spécifiquement éligibles pour un seul secteur, mais des subventions qui sont éligibles pour l'ensemble des secteurs. Si on parle de... L'exemple qui viendra probablement, c'est la capture et le stockage du carbone. Ce n'est pas une subvention qui est éligible à un seul secteur au Canada. On parle de, si vous lisez les rapports du GIEC, on en parle dans des secteurs qui sont plus difficiles, où les réductions d'émissions, où l'atteinte de la carboneutralité sera plus difficile sans cette technologie-là. On pense au ciment, par exemple, peut-être le secteur de l'acier, mais aussi le secteur du pétrole et du gaz. Mais ce n'est pas une subvention qui est dédiée à un seul secteur, d'une part, et ce n'est pas une subvention qui est dédiée à augmenter la production de pétrole et de gaz, mais bien à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une différence très importante. Prochaine question. Next question, please. Oui, bonjour, Éric Pierre Champagne de la presse. Monsieur Guilbeault, vous avez parlé d'économie substantielle. J'aimerais qu'on puisse nous expliquer pourquoi et comment on n'est pas capable de nous donner un chiffre sur les économies qui pourraient être réalisées, parce que c'est évidemment la question que les lecteurs, les auditeurs, des journalistes présents ici vont se poser en voyant la nouvelle, l'annonce d'un cadre pour éliminer les subventions inefficaces. Alors, s'il y a des économies substantielles, pourquoi on n'est pas capable de nous donner... qu'est-ce que ça représente? D'abord parce que, comme je le disais, c'est la deuxième partie d'une stratégie en 3 phases. Donc, on a fait la première, qui est les subventions internationales, à la fin de l'an passé. On présente les subventions domestiques aujourd'hui. On fera les subventions publiques l'an prochain, d'une part. D'autre part, l'idée, c'est pas... Alors, on sait, par exemple, si on regarde du côté de différents... Donc, on a déjà éliminé plus de 9 subventions qui étaient destinées au secteur du pétrole et du gaz. Mais l'idée, c'est pas tant de regarder sur le passé que de regarder vers l'avenir. Même si je vous donnais un chiffre aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que ce chiffre-là, si on n'avait pas mis en place cette stratégie-là pour éliminer les subventions aux combustibles fossiles, qu'est-ce qui nous dit que l'an prochain, il n'y en aurait pas eu 2 fois plus ou 3 fois plus? Alors, ce qu'on vous dit maintenant, c'est qu'il n'y en aura plus de subventions aux combustibles fossiles au sens traditionnel du terme, donc pour la production de pétrole, de gaz ou de charbon. Alors, ce qui est important, c'est pas tant le chiffre. Bon, on sait que les subventions ont déjà diminué de plusieurs milliards de dollars au Canada, mais lorsqu'on aura fait l'ensemble de l'exercice, on sera en mesure de donner un portrait général de la situation. Une autre question, en fait, récemment, le Canada a annoncé son appui à un moratoire pour l'exploration minière sous-marine. Oui. Évidemment, l'instance internationale qui gère là, ce type d'exploration fonctionne par consensus.
Selon votre évaluation, là, quelle sera la suite des choses là, parce qu'il y a des pays, eux, qui sont en faveur d'une exploration. Alors, comment vous voyez les choses se dessiner là, sur cette question-là? D'abord, ce n'est pas unique que des organisations affiliées aux Nations unies fonctionnent par consensus. C'est le cas de la Conférence des parties sur le climat ou celle sur la biodiversité comme la COP 15 à Montréal. Alors, ce n'est pas un cas unique. D'une part. D'autre part, le Canada, effectivement, a joint sa voix à d'autres pays et organisations, que ce soit des organisations environnementales, des organisations scientifiques, qui estiment que nous ne possédons pas présentement la connaissance nécessaire, notamment d'un point de vue scientifique, sur l'écosystème marin pour être en mesure de permettre à cette industrie-là d'aller de l'avant. Et tant qu'on n'aura pas ça, on estime qu'il serait imprudent de le faire. Donc, c'est pourquoi le Canada s'oppose présentement à ce qu'on permette d'aller miner ces minéraux critiques-là dans les fonds marins. Et nous allons continuer de le faire. Merci. Prochaine question. Next question, please. Good morning, Gloria Enriquez with Global News. Despite your announcement today, Crown corporations will still be able to give out any subsidies they choose to oil and gas companies, and those companies will still be able to receive exploration tax credits from your government. Why have you not ended these subsidies as well? As I said in my intervention, the third phase of our strategy on fossil fuel subsidies is public financing by Crown corporations, for example. If you look at EDC, you will see that they've reduced substantially those fossil fuel subsidies by billions of dollars, while increasing by several billions of dollars their support for clean technology, for renewable energy. That's what the transition looks like. You phase out one thing that you don't want, and you phase in something that you really want. That's exactly what we're doing. And as I said, by 2024, we will have in place a framework like we have now for federal subsidies, like we've had last year for international subsidies. We will have that for public financing as well. Similar to my colleagues in French, how much money in subsidies will the oil and gas not receive because of this framework? So there's no really short answer to that. I mean, we've already, since 2015, we've eliminated more than 9 measures that were aimed at supporting the oil and gas sector. What we're seeing today is that moving forward, every subsidy that the government would want to grant to the oil and gas sector would have to go through this filter. Any department of the federal government, whether it's finance, international trade, natural resources, to ensure that we do not give federal dollars to support the production of oil, gas, or coal. This is a fundamental shift from what we've done in this country for decades. And the number, in some way, is not that important as much as the statement we're making that we will no longer be doing that. And we're the first G20 country to present such a framework, and it's going to be very transparent. Or all the criteria are transparent. Everyone can see them. Everyone can look at them, and we will publish the analysis of the projects when they've gone through that analysis. Thank you. Prochaine question. Next question, please. Oui, bonjour, Adrien Branville pour Le Devoir. Je me demandais, M. Guilbeault, est-ce que vous considérez que votre promesse de l'élection de 2021 a été remplie concernant le devancement de 2025 à 2023 de l'engagement au G20 d'éliminer les subventions à l'industrie des combustibles fossiles, d'élaborer un plan pour éliminer progressivement le financement public du secteur des combustibles fossiles, y compris les sociétés d'État, conformément à l'engagement de carboneutralité d'ici 2050? Alors, il y a 2 choses dans votre question. L'engagement du G20, ce sont pour les subventions directes des gouvernements. Et comme je l'ai dit, nous sommes le premier pays du G20 à devancer de 2 ans cet engagement-là, d'une part, et de présenter un cadre d'analyse. D'autre part, nous avons effectivement dans la plateforme de 2021, nous sommes allés plus loin que l'engagement du G7 et du G20 pour ajouter le financement public. Alors, allez voir l'accord du G7 ou du G20. Ces accords-là ne concernent que les subventions des gouvernements nationaux et non pas le financement public. Ce que j'annonce ce matin, c'est que non seulement nous éliminons maintenant les subventions directes du gouvernement fédéral, mais que nous allons présenter d'ici 2024 un cadre pour éliminer les subventions publiques, allant encore plus loin que l'engagement des pays au G7 et au G20. D'accord. Donc, en fait, pour ce qui est de votre promesse d'élection 2021, vous la considérez remplie? Pour celle du G20, absolument, oui. En fait, puis pour ce qui est de Exportation et Développement Canada?
2024. 2024. Ça entre dans la catégorie du financement public. D'accord, donc plus aucun financement public pour Exportation et Développement Canada d'ici 2024. C'est votre troisième sous-question, mais c'est tellement une bonne nouvelle que je répondrai oui à votre deuxième sous-question, troisième question totale. Merci. I'm going to follow up again with a question about financing. You know, tens of millions of dollars of tax credits go to these, in Quebec specifically, go to these companies. And I guess I'm just wondering, are you ready to say that a dent will be made in the amount of money that will be given to these companies in order to refine oil, in order to drill oil? I just want to be clear, are you ready to say that a dent will be made? A dent? As in, will it save a dollar? It's not a dent. We're eliminating subsidies to produce fossil fuels in Canada, whether it's oil, gas, or coal, unless those subsidies are aimed at decarbonizing the emissions of this sector, as well as we're supporting the decarbonization of every industrial and economic sector in Canada. But they will be no longer federal subsidies to support the production of oil, gas, or coal in Canada. So we're not making a dent. We're putting an end to it. Before asking your follow-up, can you please state your name and media? Oh, sorry. My name is Rowan Kennedy. I'm with CBC News. Thank you. Follow-up question, just about the, I don't think it's been touched on today, but about the, exemptions from it. One of them is aimed at reconciliation. If you could just maybe outline that in particular. If you read the mandate letters that the Prime Minister gave to all of Cabinet members in 2021 and in 2019, in fact, there are two things that are common to each and every Cabinet Minister: the fight against climate change and reconciliation with Indigenous peoples. Now, we know that some Indigenous peoples, through economic reconciliation, might want to invest in some fossil fuel projects. And what we're saying is that it may be the case that some federal dollars would be used for that. So this is one of the exemptions. And this is an exemption that we're making because of our desire to work with Indigenous peoples on reconciliation, and more specifically, economic reconciliation. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions en personne, je vais passer la parole à ma collègue Samantha pour prendre des questions avec les médias sur la ligne sur Zoom. Donc, Samantha, à vous la parole. Merci. Nous prenons maintenant les questions de la part des journalistes qui participent sur Zoom. Veuillez utiliser la fonction main levée si vous avez une question. Nous vous demandons de vous en tenir à une question et une question de suivi. We will now be taking questions from reporters on Zoom. Please use the hand-raising function if you have a question. We ask that you keep to one question and one follow-up. Les communications de touches suivantes peuvent être utilisées sur votre clavier de numérotation. Étoile 6, vous pouvez rétablir le son. Étoile 9, levez la main. The following commands can be used using your phone style pad. Star 6, toggle mute, unmute. Star 9, raise your hand. Our first question is from Natasha Volosky, National Observer. Natasha, go ahead. Hi, thank you for taking our questions. I just want a little more clarity around the term abated as it's defined in the guidelines. It says it refers to effective and operational carbon capture, utilization and storage or equivalent technologies, which excludes carbon capture that's used for enhanced oil recovery. I just want to know what happens in situations where companies receiving subsidies might be doing, both storing permanently underground through a dedicated storage system, but also at the same time selling a portion to be used for enhanced oil recovery. We've said it, thank you for the question, Natasha. We've said it many times, enhanced oil recovery is not allowable under the federal tax credit for CCS. Just to follow up, in a lot of cases, just because there isn't a credible sort of, there's not really a market right now for permanent storage for companies. So, a lot of the time, the way that they're able to maybe finance part of storing the carbon permanently is through selling it. So is there any way, has any consideration been given to how that might be navigated given the current market realities of carbon capture? Two things I'd say. Number one, and I know for obvious reasons there is a big conversation on carbon capture and storage. If you look at the emissions reduction plan that I presented last year with the Prime Minister, you will see that
we're not putting a lot of eggs in that basket in terms of our overall strategy to achieve our 2030 targets. It may be a few percentage of our overall emission reduction plan. This is not a silver bullet. This won't change fundamentally the way Canada meets its 2030 and eventually 2050 targets. It is one tool amongst many others in our toolbox. It is true that both the International Energy Agency and the IPCC have referred to this technology as I think they used the term essential, but it's not going to play a major role in Canada's climate change strategy, number one. And number two, if companies want to do enhanced oil recovery, then these operations won't be eligible to the federal tax credit. Do we have a follow-up question? I think that was a follow-up question. Okay, so we'll go to la prochaine question, c'est Valérie Gamache, Radio-Canada. Bonjour, oui, je suis là. Vous m'entendez bien, M. Guilbeault? Oui. Allô, allô? Oui, on vous entend très bien. Oui, OK, vous m'entendez bien maintenant? OK, super. J'aimerais vous entendre, je vois le titre de votre document qui s'appelle « Cadre d'évaluation pour auto-examen ». Est-ce que c'est encore un cadre qui est basé sur une auto-évaluation du demandeur de subvention? C'est-à-dire, est-ce que, encore une fois, on se retrouve, l'entreprise se retrouve à... Ouais. Non, c'est l'auto-évaluation du gouvernement fédéral. Bonne question, mais ce n'est pas l'industrie qui va s'auto-évaluer pour savoir si elle passe le test ou non. C'est le gouvernement fédéral. En fait, je pourrais préciser que le ministère de l'Environnement et des Changements climatiques va présenter un cadre d'analyse qui sera public au cours des prochains mois probablement et qui devra être utilisé par tous les départements du gouvernement fédéral. Donc, c'est le sens de l'auto-examen. Mais bonne clarification. Non, mais moi, j'avais besoin. Et mon autre question, c'est avec tout le nombre d'exceptions que vous avez mis, qui sont quand même assez vastes, est-ce que vous avez l'impression que c'est tout simplement pas efficace comme cadre d'évaluation? Je ne partage pas votre caractérisation. Il y en a 5 exceptions qui sont très ciblées. La décarbonation, nous nous sommes engagés à travailler avec tous les secteurs de l'économie, l'ensemble des provinces et des territoires, pour décarboner. On ne peut pas laisser de côté un secteur et dire bien, on va travailler avec les autres secteurs, mais pas celui-là à la décarbonation. Donc, tous les investissements qui servent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ne sont pas considérés au sens du G20. Et on utilise les définitions de l'Organisation mondiale du commerce pour ça, ne sont pas considérés comme des subventions aux combustibles fossiles. Et pour ce qui est des autres, écoutez, les situations d'urgence, là, honnêtement, on l'a mis là, mais mettons qu'on enverrait une série de génératrices au diesel dans une province qui est touchée par des impacts importants des changements climatiques, comme ce qu'on voit présentement à travers le pays, et que pendant quelques semaines, on utilisait ces génératrices-là le temps qu'on puisse remettre un réseau affecté sur le réseau électrique, une région affectée sur le réseau électrique. C'est minime en termes d'émissions. Il y a évidemment les réseaux autonomes. Nous travaillons avec l'ensemble des sociétés d'État à travers le pays et que ce soit les producteurs privés ou publics d'électricité pour aider les réseaux isolés à réduire leur dépendance au diesel. Il n'y a pas nécessairement de solution facile, mais on en déploie plusieurs, mais on comprend que pour certains secteurs du pays, mais encore là, en termes d'émissions et en termes d'investissement, c'est minime. Alors non, moi, je pense que nos exceptions, elles sont très ciblées. Et le Canada va soumettre son cadre d'analyse à une vérification par le pair, comme le prévoit l'accord du G20. Dans le cas du Canada, ce sera l'Argentine et ce sera fait d'ici l'an prochain, cette évaluation-là par l'Argentine du cadre canadien. Il y a quelques pays seulement qui l'ont fait jusqu'à maintenant. The next question will be from Alex Ballingall, Toronto Star. Hey, thank you very much. Mr. Guilbeault, can you give us one concrete example of an existing subsidy that's not already
being eliminated that will be or would be eliminated under this new framework you're releasing today? Well, if you look at the framework that we've presented, so we've looked at more than 120, I think the exact number is 129 tax and non-tax measures to go through to put them through this framework. And there's a number of them where we've identified that they were, in fact, fossil fuel subsidies. So these would be eliminated. I'd be happy to provide, I don't have them in front of me, but I'd be happy to provide you with the list. Yes, that would be awesome, because the officials from your department did not provide that, but that would be very interesting to see. And just as a follow-up, my understanding out of the tech briefing is that because tax measures that exist for general applications, so that exist for not just the fossil fuel sector, but for other natural resources sectors, would not be targeted for elimination under this. So things for, potential tax breaks could continue existing for fossil fuel exploration and development. I'm wondering if you can address that and explain why that remains to be the case, why that's not targeted under this, and how that squares with our climate goals. I couldn't attend the technical briefing, so I didn't hear what the questions and answers, but I've been with the team working on this for a year and a half, and what we're eliminating are federal support that are directed at the oil and gas sector, and that gives the oil and gas sector an economic advantage over other sectors, and in that case to produce oil, gas, or coal. Apologies. The next question will be going to Bob Weber, Canadian Press. Bob, go ahead. Sorry about that. Good morning, Minister. Quick question on the Article 6 provision here. Given that Article 6 is mostly hypothetical and is likely to remain that way, I'm wondering why such attention was given to it in this framework. Was that done at the behest of any particular province? No, not at all, Bob. As you know, Canada hasn't made a decision as to whether or not we would use Article 6 credits in Canada. We may not. This is something it's a decision we will need to make in the near future. We've been actively participating in the negotiations, ensuring that those provisions rested on environmentally sound agreement that we came to over the last few years. As you know, some countries have decided that they would make use of this mechanism to achieve large portion of their nationally determined contributions, their NDCs. I can think of New Zealand, for example, wants to use 30% or achieve 30% of their targets through Article 6. That is not the case for Canada. If we do, it would be a small percentage. As if you look at the ERP, we've made it pretty clear how we get to our 2030 targets. There are still some areas where we need to define how we get there, but these would be marginal if we were to use them in Canada, which we haven't decided yet upon. Okay, thank you. And a follow-up. Can you give us some sense of what the peer review process is going to be for companies to show that they have a credible plan to achieve net zero by 2030? I mean, how closely are you going to be looking at their plans, and what sort of criteria are you going to be using to judge them? It's a good question, and we are working with every economic sector, or pretty much every economic sector in Canada.
We have a pretty good idea of what technologies are out there, what's being used around the world, what's working, what's not working, what are the chances of a technology that's not quite mature to be mature by 2030. So I think obviously it's an evaluation. It's not a crystal ball, and you don't get a number, an answer to your evaluation. But I think we have lots of information looking at what's happening in Canada, but also looking at what's happening in the world to be able to evaluate what is realistic versus what is unrealistic in terms of targets by companies to get to net zero by 2030. Okay, the next question goes to David Thurton. David, go ahead. Hi, good morning, everyone. Bonjour. Minister, all of our climate action really means nothing without other countries pulling in the same direction. As the saying goes, no one is safe by themselves. So what are you hoping the release of this plan will mean for the collective global effort for reducing emissions, especially ahead of your G20 meetings? Thanks, David. I think I agree with you. There's only one way we get to net zero by 2050, and we keep temperature from increases above 1.5 degrees Celsius, and it is by global collective action. Prior to the Paris meeting in 2015, the IPCC's estimate and the International Energy Agencies was that we were heading into a world where the warming would be in the order of 3.5, 3.8 degrees Celsius by 2100. More recent analysis tells us that because of everything that countries have announced and have started implementing since 2015, we're now heading into a world where the warming would be in the order of 2.3 to 2.5 degrees Celsius. So 2.3, 2.5 is much better than 3.5 or 3.8. It's still way above 1.5. So there's two lessons we can learn from that. We can bend the curve collectively. We are doing it, number one. But number two, what we're doing isn't enough. So for those who tell me in Canada that the federal government is doing too much, that we're piling on measures, I'd say what we're doing now is leading to the type of summer we've had. I mean, Nova Scotia we saw Hurricane Fiona, the most powerful hurricane we've ever seen on our Atlantic coast. And that's in the last 7 or 8 months. They've had the coldest day ever recorded in Nova Scotia, record level forest fires, and now record level floodings. So those who tell me that we're doing too much in Canada, I say, is that the future we want for our kids and grandkids? Is that how we have a prosperous Canada, by letting climate change roam and destroy so many lives, so many livelihoods, and so many things that are dear to us? Well, my answer is no. That's not acceptable. And that's why we need to do more. That's why we need to accelerate the fight against climate change. And my hope by doing that, and I think when we go to the G7 or the G20 or even a COP, everyone is looking at what everyone else is doing. And there's a bit of a, I'd say, a healthy competition between us. Oh, well, the US is doing that. Why aren't we doing that in Canada? And our friends from the environmental movement will be quick to point these things out to us, rightly so. And true of Europe and other international partners. So I think Canada showing up to the G20 and say, hey, folks, remember in 2009 we made that collective agreement that we were going to phase out fossil fuel subsidies? Well, here's what we did in Canada. We did it 2 years earlier. This is our framework. Who wants to do better? And then maybe our framework will improve over time. Will be even better. And that's how we get to limiting global average temperatures from surpassing 1.5 degrees Celsius. Changing gears here, as you know, a cabinet shuffle is imminent. How are you feeling about that? Do you still like being environment minister? And what message do you think it sends? If you keep your job, what message do you think it sends if you don't get to? Sorry, David, you were cutting out in and out there. Are you done? Yes, I'm done. Do you need me to repeat it again? Okay. I serve at the pleasure of the Prime Minister of Canada. I'm here today making this announcement. As I said earlier, I'm leaving for the G20.
Unless my boss tells me that I'm no longer leaving for the G20, I'll be heading there tonight to represent Canada as the Environment and Climate Change Minister for the country. OK, c'est ce qui conclut la conférence de presse aujourd'hui. Merci pour votre participation. This concludes today's event. Thank you for joining us today. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Thank you.